Naruto aurait dû s'arrêter à l'arc Pain. C'est sûrement une des phrases que j'ai le plus entendues venant de la part des gens qui ont vu l'anime ou lu le manga, et je pense à titre personnel que chaque personne qui dit ça devrait vraiment être enfermée dans l'asile d'Arkham à vie. Vous l'aurez deviné, je suis totalement contre cet avis, mais c'est pas pour autant que je suis d'accord avec l'idée que cet arc est une masterclass. Pour parler un peu de l'arc, je tenais à vous rappeler qu'il fait quand même la moitié de l'anime Naruto Shippuden. Ça va de l'épisode 261 jusqu'à l'épisode 479, c'est quand même beaucoup. Et en manga, ça va du tome 55 au tome 72. Donc en soi, je peux comprendre les gens qui disent qu'on s'endort et qu'il y a plein de moments pas ouf. Mais ça donne absolument pas une raison de dire qu'on aurait dû arrêter là vu tout ce qu'on apprend dans la suite avec cet arc. Mais après, je comprends les gens qui n'ont pas aimé. Moi personnellement, je kiffe l'anime depuis que je suis petit et je préfère voir le bon côté des choses plutôt que le mauvais côté des choses parce que je suis un gentil garçon bien optimiste. Mais je suis aussi un mauvais garçon et une crapule quand il s'agit de relever les plus gros points négatifs de cet arc. Alors installe-toi parce que j'ai préparé une petite liste pour terminer cet arc de con et je t'invite toi aussi à me laisser en commentaire les points que tu n'as pas aimé de cette partie de Naruto. On va commencer par le point que j'ai sûrement le plus entendu. L'arc Grande Guerre est trop long. Et pour ça, je rejoins cet avis, mais pas trop non plus, parce que je vais vous la reformuler d'une autre manière. L'arc est surtout très mal rythmé. En revanche, ce n'est pas parce qu'un arc est long qu'il est mauvais. Si tu prends un animé qui fait plus de 1000 épisodes, mais que quand tu le regardes, tu te régales, bah c'est juste trop bien. Mais à l'inverse, si tu prends un géant de la Japanimation, que ton animé existe depuis presque 30 ans, et que le rythme des épisodes sur un épisode de 25 minutes, c'est 5 minutes d'opening, 5 minutes de récap, 10 minutes où tu vois les persos courir dans un couloir, et 2 minutes de vrai contenu, là oui, ça pose un sérieux problème. Mais ça va. Heureusement qu'aucun animé ne fait ça. Et je sais, on fait partie de la génération TikTok, on veut tout très vite, on a besoin de cette shot de dopamine constante et tout le tralala, mais frère, là on parle de 250 épisodes. Oui, c'est une guerre, oui, tu dois t'attendre à ce que ça soit long, mais le problème c'est que t'as l'impression que Kishimoto veut raconter l'histoire de 40 000 personnages en même temps. Alors que pour la plupart, on s'en bat les couilles. Et c'est pas comme si t'avais qu'un seul perso par épisode, non. Non, bah non, ça serait trop court sinon. Parce que oui, parfois t'as carrément plusieurs épisodes pour te raconter l'histoire du frère de Sai. Alors oui, déjà, Sai, on l'oublie très vite, mais alors pourquoi ramener son frère? T'es qui? Bouge de là, dégage, je veux pas te voir. Va là-bas! Si on fait la liste des combats qu'il y a eu, il y en a que très peu, voire aucun qui est intéressant et mémorable. Je vais prendre un combat au pif là, attendez. Le combat de Darui contre les frères d'or et d'argent, Ginkaku et Kinkaku. Alors attendez, je sors le résumé, on dit qu'ils sont puissants car ils possèdent une partie du chakra de Kyuubi, que ce sont des criminels redoutés, blablabla, et ils se font battre par Darui en 2 épisodes. Ok... Ils ont eu le même buzz qu'Ansu Fati, mais vas-y, tranquille. Du coup, le combat est mid, très mid, et la seule chose pour laquelle je me souviens des frères d'or et d'argent, c'est parce que je pensais qu'ils allaient être de vraies menaces vu comment on nous les présente. Surtout que le Raikage se chie dessus, genre regardez cet extrait où on le voit passer derrière Tsunade 14 000 fois là, je me suis dit mais c'est qui ces mecs, pourquoi est-ce qu'ils le font gamberger comme ça? Bref, tout ça pour dire qu'il y a absolument rien qui fait que c'est un bon duel. Ah si, attendez, j'ai oublié un petit truc. Il y a la secrétaire, vous voyez la blonde là, du Raikage, elle, oui. Elle se fait aspirer dans la gourde d'un des deux frères, et on la revoit plus jamais. Et je vous jure, quand j'ai vu ça, j'avais le cœur en miettes, les gars. Je pense que c'est la plus grosse perte de toute l'alliance ninja. Par pitié, prenez-les tous, prenez même Naruto s'il faut, mais pas elle. Pour le reste des combats, la plupart sont platoniques. On voit juste de temps en temps Naruto s'entraîner aux côtés de Killer Bee, qui lui lâche ses meilleurs afro-traps pendant que le frérot galère à côté. Du coup, si je devais résumer les moments les plus intéressants de ce début de guerre, c'est quand tu vois Naruto s'entraîner pour maîtriser le chakra de Kyuubi. Parce que faut pas l'oublier, on le voit quand même revoir sa daronne et tout, c'était émotionnel, moi j'ai lâché une petite larme. Et le deuxième point, c'est voir la baby's du Raikage qui se prend une soumission par Ginkaku, ou Kinkaku, je sais plus, c'est un des deux, dans tous les cas, ils sont trop moches, ils mettent une soumission à une frappe comme ça, moi j'ai trop la haine, je suis pas d'accord avec ça, vous me la lâchez tout de suite s'il vous plaît. Bref, pendant un bon petit moment, on s'endort jusqu'à l'apparition d'un vrai personnage. Madara naît et grandit en tant que génie du clan Uchiwa. C'est celui qui pouvait facilement contrôler un démon à queue comme Kyuubi. C'est le rival ultime du ninja le plus puissant Hashirama Senju. Le fondateur de Konoha est l'ultime farmer Dora derrière Piccolo. Faut pas abuser non plus, parce que Piccolo c'est... Voilà, c'est ça Piccolo. Et c'est ça aussi. Donc Madara reste à ta Reste à ta place là, viens pas dans ma zone.
Raison ta zone, ici c'est ma zone. Madara, c'est celui dont on en entend parler depuis le début de l'œuvre. Il a carrément une statue le représentant sur la vallée de la faim, et son nom inspire la peur. Il fait très certainement l'une des plus grandes entrées en scène durant la Grande Guerre. Il encule l'Alliance Ninja à lui tout seul sans subir de coups. Le frérot nous sort pas une, mais 2 météorites sur l'Alliance Ninja, et à ce moment-là, on voit clairement que c'est la plus grosse menace qu'on ait vue depuis le début de l'œuvre. Puis, il y a l'intervention des 5 Kage, on se dit que peut-être là, ils pourront rivaliser, faire quelque chose, mais le frérot, il invoque des clones en bois et leur pose cette question. Il faut savoir qu'il y avait plusieurs zizi bien gonflés sur Terre en voyant cette scène. Du coup, vous avez capté, il baise absolument tout le monde. Il se défait de l'emprise de Kabuto, donc en plus d'être immortel et puissant, il est maintenant libre. Après, il récupère le chakra des Senju suite à son affrontement avec Hashirama, il arrive à choper les 2 Rinnegan, puis il devient l'hôte de Jubi, il marche sur les persos principaux, et il se fait décrédibiliser par un symbiote chelou qui sort du trou du cul de Kaguya. Attendez. Qui a écrit ça? Qui a écrit le script? Parce que je refuse de croire que c'est Kishimoto qui a écrit ça. Madara était censé être pour tout le monde le boss final de l'œuvre. Maintenant, pourquoi on me ramène Kaguya de nulle part? Alors je suis un fervent admirateur des plot twists, hein. J'aime trop qu'on me baise le cerveau. Mais là, on m'a juste baisé le cul. Ok, la trahison de Zetsu Noir était certes inattendue, mais elle pue sa mère. Plus sérieusement, c'est pas le fait d'introduire Kaguya qui a été gênant, mais la manière dont ça a été amené. Comme je l'ai dit dans la partie juste avant, Kaguya et toute cette histoire de Otsutsuki sort d'absolument nulle part. Contrairement à Madara, on n'en entend jamais parler. La seule personne qu'on connaît de ce clan est Hagoromo, ou l'ermite Rikudo. Mais le nom Otsutsuki, on en entend parler qu'à partir de cet arc. Donc suite à ça, on a le droit à un flashback sur l'histoire de Kaguya et de sa descendance. Ok, pourquoi pas, mais ça ne sauve pas le fait que ça sort de nulle part. J'accepte que ça soit dans la mythologie de l'univers de Naruto, mais toute cette histoire c'est du passé, et pour moi c'est juste du lore en plus pour pousser le world building. Parce que quand on regarde l'objectif de Kaguya, son but était de revenir sur Terre pour instaurer une certaine forme de paix grâce au Tsukuyomi infini. Je crois que Madara voulait faire pareil? Non? Ou je rêve, dites-moi, parce que je sais pas trop là. Non, en vrai, je ne comprends pas pourquoi tu es l'antagoniste principal de l'œuvre pour le remplacer par une antagoniste qui a exactement le même but. D'autant plus que Kaguya n'a absolument aucun lien émotionnel avec les persos principaux, contrairement à Madara qui, avec son passé, avec Hashirama, était un sorte de miroir de Naruto et Sasuke. Et aussi Madara a une meilleure construction de son propre personnage. Mais ici, le problème de Kaguya, c'est qu'elle sert absolument à rien. Elle a rien apporté à la guerre, à part peut-être la mort d'Obito. Vas-y, on peut lui donner ça. Mais pour moi, on dirait juste que Kishimoto avait besoin de donner une raison pour toute cette histoire de réincarnation avec ses fils Ashura et Indra. Et aussi nous donner des explications sur l'origine du chakra. Mais pourquoi ramener tout ça maintenant? Je pense qu'une simple mention de leur histoire ou un petit flashback aurait amplement suffi. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il avait vraiment besoin de Kaguya pour finir son œuvre? Non. Et je pense surtout qu'il avait besoin de l'introduire pour établir des bases pour la suite dans Boruto. Donc, ça pue sa mère. Je trouve ça absolument con de gâcher la fin de son œuvre pour introduire un personnage qui aura un lien avec la suite de ton œuvre. Et même s'il voulait à tout prix l'introduire, je pense que parler des Otsutsuki, il aurait pu entièrement le faire dans Boruto. Mais en tout cas, pour moi, les gros mangaka ont un sérieux problème sur le fait de mettre un point final à leurs œuvres. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent finir leur manga au plus vite et que du coup ils bâclent tout ça, mais j'espère juste que ça ne vient pas intentionnellement d'eux, mais au moins de leurs éditeurs, vu qu'on vit dans un monde d'escrocs là. J'ai rien à dire sur cette abomination. Je vous jure, j'ai pas envie de perdre plus de temps à parler de cette erreur de la nature, donc on va passer à la suite. Mais juste avant, si tu regardes la vidéo et que t'aimes bien mon contenu, et ma belle voix, n'hésite pas à laisser un petit like et t'abonner, ça me ferait super plaisir. La chaîne est toute jeune et j'espère qu'on ira bien loin ensemble. Alors monte dans le train. Bon allez, on s'y remet. Le développement de Naruto a été complètement saccagé, c'est ce que beaucoup de personnes pensent quand ils voient qu'à la fin, Naruto est juste destiné à être celui qu'il est. Et encore une fois, je suis d'accord et pas trop en même temps. Oui, j'aime casser les couilles. Au début, on nous présente le protagoniste de cette œuvre comme étant un gamin rejeté et moqué par ses camarades, et son village tout entier en fait. Il a pas de famille, pas d'argent, pas de situation. T'as pas de meuf, tu ressembles à rien, t'as pas le permis. Bref, il a rien pour lui quoi. Alors il se dit, je vais devenir le maire du village, et vas-y, je serai enfin reconnu. Donc après ça, il s'entraîne comme un fou, tout
tout ça pour qu'au final, on apprenne que il est le fils du 4ème Hokage, un Jinchuriki, que le clan Uzumaki est un clan possédant une très grosse réserve de chakra, que c'est la réincarnation d'Ashura, le fils de la prophétie, et en plus il a le droit à la puissance de Rikudo à la fin. Je peux comprendre que ça déçoive beaucoup de fans, mais si on prend un peu de recul, mis à part la grande réserve de chakra qui est quelque chose d'inné car ça vient du clan Uzumaki, bah les autres points ils comptent pas trop en vrai. Je m'explique. Déjà, être le fils de quelqu'un d'important ou de puissant, ça n'affecte en rien qui tu deviendras. C'est comme si je disais que le fils de Cristiano Ronaldo deviendra de sûr un des plus grands joueurs du monde. Non, pas forcément. Il aura certes des facilités pour être un peu meilleur que la moyenne, mais il ne sera pas de sûr au même rang que son père. D'autant plus que Minato meurt à la naissance de Naruto et que presque personne sait qu'il est son père. Et je sais, vous allez me dire que c'est grâce à son père que Jiraiya prend Naruto sous son aile. Et moi je vais vous dire, et non, toujours pas. T'auras beau avoir le meilleur professeur au monde, si tu te bouges pas le cul, tu resteras un gros sgeg. Ensuite, être un Jinchuriki, à la base, faut le rappeler, mais c'est un fardeau plus qu'autre chose pour Naruto. Faut pas oublier que ce gros bâtard de Kyuubi, il drainait son chakra pour se nourrir. Mais c'est en le comprenant lui et sa haine que Naruto a su instaurer une certaine confiance, le permettant d'exploiter sa puissance au maximum. Pour l'argument de la réincarnation, c'est simple. Ashura est une grosse merde. Même si on a tendance à l'oublier, c'est juste vrai. Au début, c'est un incapable, et c'est grâce à sa détermination et ses choix qu'il devient plus fort. Tout comme Naruto au final. Parce que si on prend l'exemple d'Obito, lui aussi aurait pu devenir la réincarnation d'Ashura. La différence, c'est que lui, il a choisi de prendre le chemin de la haine et de la vengeance. Tandis que Naruto a choisi le chemin de l'amitié et du pardon. Donc, est-ce qu'il est fort parce que c'est la réincarnation d'Ashura? Je ne pense pas. Mais est-ce que ce sont ses choix qui l'ont mené à être la réincarnation d'Ashura? Je pense que oui. On va ressortir une autre liste, mais cette fois, ce sera la liste des morts de cet arc. Et si on regarde en général, on peut constater que oui, il n'y en a quasiment pas. Et oui, on parle toujours d'une guerre. La majorité des gens qui meurent sont des gens déjà morts. Alors attention, c'est pas parce que je dis que c'est une guerre qu'il faut commencer à massacrer tout le casting. C'est juste que là, il avait l'occasion de faire beaucoup mieux avec le peu de personnages qu'il tue, ou justement qu'il ne tue pas. On va prendre l'exemple de Guy. Guy finit par mourir, en nous transmettant un magnifique message qui nous montre que la volonté humaine surpasse tout, qu'on n'a pas forcément besoin de venir d'un clan cheaté ou de maîtriser le ninjutsu pour être quelqu'un, que la puissance du travail et de la détermination seule peut nous emmener très loin. En plus, il transmet le flambeau à Rock Lee et c'est juste magnifique. Magnifique jusqu'à ce que ce gros connard de Naruto vienne le réanimer avec les pouvoirs de Rikudo là. Oh, j'ai envie de vomir. C'était parfait. Je me suis dit, enfin une mort qui a du sens dans cet arc et on me baise encore. Parce que oui, autant la mort de Guy aurait été vraiment symbolique et aurait servi à quelque chose au lieu de le foutre en fauteuil roulant pour rien, le pauvre, mais autant faut qu'on parle d'une mort qui n'a servi absolument à rien, celle de Neji. La mort de Neji arrive d'un coup, genre comme ça. Alors je vais le redire, j'adore les plot twists et les surprises, mais là on m'a fait caca dessus. Le frérot se mange un bout de bois et meurt. Point. Genre ça s'arrête là. Et ça sur le coup, c'est chiant à voir, mais c'est pas ça le pire en vrai. Neji est juste inexistant durant tout l'arc, on le voit à peine. Il y a aucun moment où il est mis en avant comme avec un vrai combat par exemple, puis comme on l'a dit, il meurt. Mais même ça, ça n'a aucun impact. Ça ne fait pas évoluer les personnages autour de lui, ça ne donne aucun power-up à Naruto par exemple, et il n'a aucune influence sur le cours de la guerre. Genre ça met même pas les ennemis en difficulté ou quoi. La seule chose à laquelle sert sa mort, c'est pour rapprocher Hinata de Naruto. Genre là, on va me dire que Kishimoto a sacrifié Neji pour rapprocher un couple évident. Je pense que quand Hinata a vu le tronc d'arbre percer son cousin, elle a dû tellement se frotter les mains. Regardez cette actrice, il y a aucune once de tristesse dans ses larmes. En plus, elle met des baffes à Naruto et lui dit de se bouger le cul. C'est une dinguerie. Je pense que vous l'aurez compris, l'arc Grande Guerre c'est une énorme montagne russe. Il y a des moments bien nuls et des trucs qu'on aurait aimé changer voire complètement effacer. Mais faut pas oublier tout ce que cet arc nous offre en termes de masterclass quand même. Le concept de ramener les morts à la vie pendant une guerre et les faire s'affronter contre leurs êtres chers vivants, en vérité c'est juste une très bonne idée. Mal exécutée, oui, mais ça reste une bonne idée. L'arrivée de Madara pendant la guerre nous a montré que l'ennemi est bien plus puissant que ce qu'on pouvait imaginer. Même si ça a été gâché par l'apparition de Kaguya, il nous a fait vraiment vibrer tout le long de la guerre. Ça a aussi permis d'en savoir un peu plus sur son passé avec Hashirama, les guerres de l'époque, les oppositions entre le clan Uchiwa et le clan Senju, et les origines de la création de Konoha. On a eu le combat de Sasuke et Itachi contre Kabuto, et la réconciliation des deux frères après un flashback émouvant sur le passé d'Itachi et la vérité derrière le massacre de son clan. Tout ça a permis à Sasuke d'enfin se libérer de toute cette haine qu'il avait envers son frère, et le permettre surtout d'avoir un nouveau but et enfin passer à autre
autre chose. On a eu la révélation de la vraie identité de Tobi, suivi du flashback entre lui et Kakashi durant leur enfance. On comprend qu'Obito c'était juste un Naruto alimenté par la haine et qui a pris les mauvaises décisions par la suite. Et tout ça nous conduit à très certainement l'un des meilleurs combats dans l'histoire de l'animation. Et je trouve qu'on l'oublie trop souvent, mais sans l'histoire avec Obito et Kakashi, il n'y a pas de Naruto. Parce que oui, si on déplie ce gros parchemin et qu'on regarde un peu la chronologie des événements, la mort de Rin est un putain d'effet papillon à tout ce qui suit. Ensuite, on a quand même eu l'enchaînement des anciens Hokage qui se font réanimer, suivi de l'équipe 7 au complet, avec un Naruto et un Sasuke qui se battent de nouveau côte à côte contre l'ennemi après quand même plusieurs centaines d'épisodes. À la fin de la guerre, on a quand même la scène où Minato souhaite un joyeux anniversaire à Naruto, et ça m'a presque fait chialer, je suis désolé, mais c'était beaucoup trop émouvant, surtout quand Naruto demande à son père de dire à sa mère qu'il va bien et qu'il est désormais bien entouré. Et surtout, le combat final, bien évidemment, entre Naruto et Sasuke. On avait enfin eu le fin mot de cette histoire qui se termine magnifiquement bien. Naruto a tenu sa promesse envers Sakura et a réussi à ramener Sasuke au village, même si bon, il va partir en voyage direct après, mais c'est pas grave, il est de retour au village, c'est ça l'essentiel. Donc oui, l'arc fait quand même tâche quand on regarde tout le reste de l'œuvre, mais on a des moments qui méritent quand même des applaudissements. Pour ma part, oui, je pense qu'on peut dire que c'est le pire arc de Naruto, mais est-ce que je peux dire que ça aurait dû s'arrêter avant? Non. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, donnez-moi vos avis en commentaire sur ce que vous avez pas aimé dans l'arc. N'oubliez surtout pas de laisser un petit pouce bleu, et si vous voulez en voir plus sur d'autres sujets, abonnez-vous.